Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, la crise libyenne, les pourparlers de Tunis débouchent sur un certain nombre d'avancées entre les représentants du maréchal Khalifa Haftar et ceux du Premier ministre Fayez al-Sarraj. Ils sont parvenus à s'accorder sur les amendements apportés à l'accord de 2015. Le rebranding Africa Forum se tient ce vendredi à Bruxelles. Il s'agit d'une 4e édition et cette année, c'est un accent tout particulier mis sur la démographie. Les plus optimistes estiment que l'Afrique devrait bénéficier de ce que l'on pourrait appeler un dividende démographique. Dans notre zoom culture et société, direction le Nigeria où le graffiti est de plus en plus remarqué sur les murs de Lagos et les artistes veulent changer l'image que beaucoup ont de ceux du street art, un art qualifié par certains de vandalisme et par d'autres de véritable expression artistique. Pour débattre de cette actualité, je me tourne vers mes invités. Tout d'abord, Estache Agumpe, artiste plasticien. Bonsoir. Sur ce plateau également, Gracien Roukindikiza, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Du nouveau donc dans la crise politique en Libye, les récents pourparlers de Tunis se sont achevés sur quelques avancées. Des avancées quant à l'accord politique de Skirat censé permettre une sortie de crise. Ces pourparlers ont été placés, je le rappelle, sous l'égide de Ghassan Salamé, nouveau représentant de l'ONU pour la Libye, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Après une semaine de travail commun, nous sommes arrivés à des consensus sur un nombre de points importants qui doivent être amendés pour que cet accord corresponde au développement de la situation en Libye. Alors Gracien, il y a encore quelques mois, les deux pôles libyens, les deux pôles de la crise étaient moins disposés que jamais à discuter. On assiste depuis à peu près 5 mois à un dégel de la relation. Est-ce qu'on entre désormais dans une nouvelle ère dans le processus de paix en Libye? Oui, je pense que maintenant on entre dans une nouvelle ère, mais ce qui est vraiment étonnant et ce qui est dommage pour le peuple libyen, c'est qu'il y a beaucoup de rencontres. Et finalement, on se dit, à chaque rencontre, il y a un accord. À Paris, il y avait un accord. En Égypte, on se rencontre. Il y a les uns les autres partent à Moscou, ils reviennent avec des promesses d'accord, mais on ne sait pas finalement s'ils vont mettre en application un accord. Mais cette fois-ci, je pense que le chemin est bon, parce qu'on a parlé des choses, disons des sujets qui peuvent même fâcher, notamment la Constitution, la formation d'un gouvernement, le Parlement. Je pense qu'il va y avoir une certaine évolution. Je pense. Mais il y a beaucoup d'obstacles qui sont en route. Ils ont évité de discuter de ces obstacles. C'est notamment la question de l'armée. C'est l'armée qui a posé toujours un problème. Ce ne sont pas les politiciens qui empêchent les choses d'avancer en Libye, mais c'est surtout les groupes armés ou ceux qui disent qu'ils ont des armées, parce que les deux parlements, finalement, sont soutenus par les armées. Ce sont les mêmes armées qui ne veulent pas se mettre ensemble, qui bloquent le processus. Estache ? Écoutez, je pense que c'est important, tous ces accords qui sont signés, tous ces consensus, toutes ces rencontres. Mais il est très important aussi que le peuple libyen, en fait, les Libyens eux-mêmes s'asseyent aussi pour vraiment discuter, parce qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de séquelles liées en fait, à tout ce qu'il y a eu avec Mouammar Kadhafi et tout ce qu'on sait. Donc réellement, tous ces accords sont bien, sont beaux, mais il faut vraiment les mettre en pratique. Il faut vraiment s'asseoir aussi vraiment autour d'une table pour vraiment traiter les sujets dans le fond. Alors, des avancées, essentiellement, dit-on, en ce qui concerne la gestion du pouvoir exécutif, et cela concerne le Conseil de la présidence. Ce Conseil pourrait être ramené à un président et 2 vice-présidents. L'enjeu pour le pouvoir libyen, c'est de parvenir à réconcilier l'Est et l'Ouest du pays. Gracien. Oui, il faut réconcilier l'Est et l'Ouest du pays. Et il faudra aussi désigner un président et les 2 vice-présidents. On peut comprendre que le président va être surtout de Tripoli et les autres, il va y avoir des places de vice-président. Mais il y a un bon poste pour ceux qui s'intéressent, notamment le Premier ministre, parce que le Premier ministre aura des pouvoirs. C'est lui qui va exercer, disons, qui va faire marcher le gouvernement. Et cette fois-ci, on aura un président qui n'est pas en même temps Premier ministre et qui fera marcher toute cette machine. Le grand problème qui va se poser, c'est la place du maréchal Haftar. Justement, parce qu'il y a un poste. En principe, dans tous les pays, le commandant en chef de l'armée, c'est le président de la République. Il n'y a pas
à discuter dans ce genre de... Mais en Libye, le maréchal Haftar veut devenir le commandant en chef de l'armée sans être président de la République. Il faudra négocier pour qu'au moins il soit ministre de la Défense ou chef d'état-major. Est-ce qu'il va accepter? Le grand problème en Libye, ce ne sont pas les Libyens en soi, ce sont ceux qui sont à l'extérieur, qui continuent à tirer sur les ficelles. Il y a des gens qui financent, qui arment le maréchal Haftar. On peut parler de... Il y a l'Égypte, il y a d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a aussi les pays qui s'intéressent, comme les États-Unis. Il y a la France aussi, il y a la Russie. Il y a beaucoup de militaires qui sont là, je dirais plus ou moins secrètement, des militaires occidentaux. Mais est-ce que ces militaires, est-ce que l'Occident va permettre au maréchal Haftar de signer un accord? Toujours, c'est la question. Alors, le maréchal Khalifa Haftar, c'est une figure montante, véritablement, une montée en puissance. Maréchal Haftar, commandant-chef de l'armée nationale libyenne à Benghazi, il a gagné de nombreuses offensives. Il est également parvenu à récupérer les principaux sites pétroliers. Récemment, une pétition a été signée pour que le maréchal Khalifa Haftar prenne le contrôle de la totalité du pays. Cette pétition a recueilli 700 000 signatures, soit plus de 10% de la population libyenne. On sait désormais que la place que doit revenir au maréchal Khalifa Haftar au sein du futur pouvoir doit être importante afin de pouvoir réconcilier vraiment les Libyens. Eustache. Je pense qu'en termes de reconnaissance pour tout ce qui se fait, il est réellement important de quand même lui donner une place pour qu'il puisse vraiment continuer à faire ce qui a été fait. Et puis autre part aussi, j'ai vu qu'il refusait toute discussion avec les divers bords de terrorisme et tout ça, et qu'il dit en fait que s'il faut négocier, on ne négociera que par les armes. Donc je pense aussi que là, il y a une question, parce qu'il est très important quand même d'essayer quand même d'aller vers le dialogue et tout, parce que les personnes aujourd'hui, comme le disait Gratien, pardon, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été armées, qui ont été utilisées en fait pour que la Libye soit divisée dans le temps, et au jour d'aujourd'hui, ces personnes en fait cherchent comment est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles deviennent et tout. Donc je pense que réellement, il faut que ces personnes, on s'asseye et qu'on discute avec ces personnes-là. C'est pas forcément pas que les armes, quoi. Alors, il est désormais parvenu, le maréchal Khalifa Haftar, à acquérir une légitimité au niveau international. Bon, d'abord, il faut vraiment recadrer le maréchal Haftar. C'est un ancien, il faut le dire, c'est un ancien officier de Kadhafi qui a été envoyé faire la guerre au Tchad et qui a été prisonnier des Tchadiens, qui a été exfiltré par les Américains. Il se retrouvait en Géorgie et il s'est retrouvé en Libye mystérieusement, armé. Armé par qui? On se demande, par l'Occident bien sûr. Et aujourd'hui, moi ce qui me sidère, c'est que le maréchal Haftar, il veut utiliser la force. C'est toujours la force avec les armes qu'il reçoit. Des gens qui peuvent tirer sur les ficelles, qui veulent le pétrole de la Libye, un pétrole qui est de très bonne qualité. Et ce n'est pas un politicien en soi, ce n'est pas quelqu'un qui s'implique au niveau de la politique, ce n'est pas quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la réconciliation du pays. Il veut plutôt conquérir tout le pouvoir. On peut se demander si vraiment, est-ce que s'il arrive au pouvoir, ça ne sera pas le prochain dictateur de la Libye? Est-ce que finalement, il va accepter de concilier son pouvoir avec les gens aussi de Tripoli? Je pense que ça serait une mauvaise décision des Libyens de confier le pouvoir au maréchal Haftar. Il faudra qu'il ait... En tout cas, il aura forcément il aura une place importante, mais pas le pouvoir vraiment politique en soi. Il ne faut pas qu'il soit le président de la Libye, par exemple. Alors, actuellement, le chef du gouvernement est dans le même temps le président du Conseil présidentiel, et ça sera mais désormais dans le nouveau futur pouvoir exécutif, ça ne sera plus le cas. Séparer le Conseil présidentiel du gouvernement, c'est un impératif aujourd'hui pour la Libye, pour les Libyens précisément. Oui, c'est un impératif parce qu'en principe, pour tout pouvoir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée, un président et le Premier ministre qui exerce vraiment, qui fait fonctionner le gouvernement. Si jamais ça ne marche pas, il est limogé par le président. Or, on peut pas. Il était en même temps président et Premier ministre, donc disons que finalement le gouvernement ne marchait pas. C'était un gouvernement soutenu par l'ONU.
qui était combattue, il faut le dire, hein, par l'Occident, plusieurs pays, parce que beaucoup de pays soutenaient le Parlement de Tobrouk. Finalement, on peut se dire, est-ce qu'il faut que aussi l'Occident, l'ONU, se consulte au niveau du Conseil de sécurité, si vraiment ils vont soutenir un accord ou pas, dans la réalité et pas seulement dans les paroles. Eustache. Mais pour revenir en fait sur le maréchal Haftar, comme le disait Gratien, en fait, pour aborder un peu dans son sens, je pense qu'avec tout ce qui a été signé comme pétition, c'est une personne qui prend un peu de la graine et tout, et forcément il va avoir cette envie de se tourner vraiment vers le pouvoir et d'aller vraiment par la force. Donc il faut réellement que les choses soient bien claires, soient bien définies en fait, pour que chacun connaisse sa part, quel est son rôle dans tout ce qui va se faire comme accord aujourd'hui, pour que demain on ne se retrouve pas dans une situation telle que ça a été en fait les fois précédentes, quoi. Alors, on va parler maintenant d'un autre acteur de la crise libyenne, à savoir Hassan Salamé. Alors, on sait que Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, malgré ces compromis, leurs rivalités sont toujours là. Et c'est cela aussi qu'on voit l'importance qu'a aujourd'hui Hassan Salamé sur le plan de la médiation, de la diplomatie entre ces deux parties. Gratien. Il a vraiment un grand rôle à jouer et puis il le joue très bien parce qu'il a trois acteurs. Le Parlement de l'Est, le Parlement de Tripoli et aussi les pays, comme un groupe de pays comme la France, l'Égypte, la Russie. Il faut concilier ces éléments. Il doit tenir compte de ces pays parce que ce sont des pays qui peuvent empêcher l'accord de se mettre en place. Ce sont des pays qui peuvent tirer surtout du côté de Tobrouk. Et du côté des Libyens, je pense qu'il a une très bonne méthode. C'est la première fois qu'il arrive à mettre ensemble disons les protagonistes et qu'il y ait un accord, entrer dans les détails de cette façon. Je pense que c'est quelqu'un qui est respecté, qui s'impose par, disons, sa patience, aussi sa façon de faire, et qui permettra aux Libyens d'avancer. Il a une très bonne méthode. Je pense qu'il aura beaucoup de succès dans ce domaine. Qu'est-ce qui explique précisément qu'il est parvenu à remporter, entre guillemets, la bataille là où les autres pays ont échoué? Cela fait quand même plus de 2 ans. Oui. Bon, les autres pays, en fait, il y a certains pays qui s'y prenaient très mal. Notamment, on a vu l'accord de Paris. Quand ils sont venus à Paris, c'est comme si ils étaient obligés de venir. Il y a des fois, ils sont obligés de venir à Paris et discuter, négocier, parce qu'il y a des aides à gauche, à droite, on donne de l'argent à l'un à l'autre. Et il y a des pays comme la Russie qui donnent des armes et puis de l'autre côté qui peuvent dire attention, nous on peut intervenir, on peut aider d'une façon ou d'une autre. En fait, les Libyens, ces protagonistes, étaient forcés à signer des accords, forcés d'aller à ces endroits. Or, ce médiateur de l'ONU, il a commencé à travailler chaque groupe à part. Il a essayé de convaincre chaque groupe et puis avec un consensus. Le consensus ne s'est pas passé à Tunis, il s'est passé avant, séparément. Il suffit de mettre en place en commun les gens qui ont donné leur parole. Il y avait un consensus. Donc, de cette façon, on a un accord. Mais en réalité, l'accord a été négocié bien avant, ce qui est une très bonne méthode que les autres pays n'ont pas voulu vraiment appliquer. Alors, par ailleurs, on sait que Hassan Salamé rejette, en tout cas, préconise une solution qui doit être prise entre les Libyens. Et c'est cela aussi qui fait que peut-être qu'il a un peu plus de succès là où les autres ont échoué. Eustache. Oui, c'est possible. C'est possible que c'est ça qui a permis en fait qu'il y ait eu du succès. Et autre chose aussi, c'est que il ne faudrait pas que les accords qui sont en fait signés aujourd'hui soient que les gens se sentent forcés ou parce qu'il y a de l'argent et on le fait parce qu'on est intéressé. Parce que si en fait au jour d'aujourd'hui tous les accords qui se font signer, en fait tout ce qui se fait aujourd'hui pour la paix définitive en Libye se fait parce que les gens sont forcés, parce que les gens eux-mêmes, en fait, les Libyens n'ont pas pris cette décision personnelle d'aller vers un consensus de paix. C'est dit que je crains que ce soit un travail éphémère qui est en train de se faire. Oui, disons l'avantage, c'est que c'est l'ONU, et l'ONU, on sait bien, ne finance pas, bon, très peu, elle ne donne pas des armes. Il y a moins de contraintes de la part de l'ONU que de la part de certaines puissances. Et notamment quand on sait, je pense que la meilleure façon, vraiment, le cadeau que l'Occident peut rendre à la Libye, c'est de retirer déjà les militaires
européens, français, anglais, qui sont dans la région, surtout à l'Est, qui empêchent vraiment certaines négociations, certains accords. Et là, c'est un positionnement totalement contradictoire. Donc, en même temps, on rejette un pouvoir, mais on le soutient, et puis de l'autre, enfin, bon, c'est... Oui, c'est finalement de langage. C'est ce qu'on a remarqué avec, c'est un peu le diviser pour régner. C'est un peu, il y a des intérêts, en fait, l'Occident a des intérêts. C'est ce qu'on a vu un peu dans d'autres pays, parce que on arme les deux côtés, ils s'affrontent, et pendant ce temps, on pille les ressources minières. C'est un peu ça, c'est dommage. Donc, comme le dit Gratien, je pense que dans un premier temps, il faut commencer déjà à retirer ces militaires, il faut commencer déjà à désarmer les gens, et puis maintenant parler de ces accords et de ces consensus, quoi, et tout ça. Est-ce que le fait que ces deux autorités libyennes, entre guillemets, s'entendent avec Ghassan Salamé, c'est une manière aussi de montrer ce rejet de l'ingérence étrangère? Oui, je pense que là, ils veulent le montrer parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Personne ne peut gagner la guerre sur l'autre. Donc les autres, l'ingérence étrangère, c'était pour fournir des armes, pour autre chose. Mais tous, ils doivent comprendre qu'ils vont gagner s'ils se mettent ensemble. La Libye, c'était un pays prospère. S'ils se mettent ensemble, le pétrole, dans tous les cas, qu'il y ait la guerre ou pas, même quand il y avait Daesh, dans la partie où il y avait la production de pétrole, l'Occident importait, achetait du pétrole à Daesh. Et quand il y a Haftar, ils achètent le pétrole à Haftar. Donc, peu importe, ils vont continuer les affaires, l'Occident va continuer. C'est le peuple libyen qui perd parce que selon que ce soit l'un ou l'autre qui vend, il va vendre moins cher et c'est le peuple libyen qui a D'ailleurs, on a vu, dès que comme on appelle, le collègue Kadhafi est tombé, les semaines qui ont suivi, on a vu une délégation accompagnée par les anciens chefs d'État français qui sont allés en Libye pour aller prospecter le terrain du pétrole et tout ça. Donc on sent que réellement, il y a des intérêts en fait, occidentaux qui sont là et tout. Alors bien évidemment, les négociations ne s'arrêtent pas à Tunis. Un autre volet doit s'ouvrir dans les prochains jours, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.